Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. 24 heures en Alsace vous est présenté par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue pour une heure d'actualité 100% Alsace, 100% régionale avec de la littérature à l'honneur ce soir, puisque Martial Debrief nous rejoindra, avec notamment un étonnant roman sur la grossophobie ou la grophobie, ce sont des termes qui pour l'instant n'existent pas. Delphine Westwieser va s'essayer au pole dance, vous la voyez, elle est chaude, elle est toute prête. Notre invité Gérard Muller, je vois mon bonheur, les grands défis de l'aventurier aveugle, on en parlera pour cet homme passionné de bicyclette, et en route pour le COS, dans ce magazine, nous ferons un point sur les dispositifs anti-inondation et coulées de boue qui ont été mis en place sur ce chantier alsacien hors norme. Ça sera en fin d'émission. Avant cela, le JT, Anna Britz. Bonsoir à tous. Dans ce JT, nous vous emmènerons pour une visite du marché off de Strasbourg. Loin des canons associés à Noël, il a développé son identité propre en 4 éditions. Un tram strasbourgeois, aux couleurs de la Géorgie, va circuler sur le réseau CTS. Pourquoi ? Réponse dans quelques instants dans ce JT. Et puis, à Kems, la centrale hydraulique a ouvert ses portes à des photographes. Résultat, un autre regard sur le patrimoine industriel de la région. Pour la 4e année, le marché off a pris ses quartiers place Grimeisen à Strasbourg jusqu'au 24 décembre. Diverses activités et exposants proposent aux Strasbourgeois, mais pas que, de voir Noël autrement. Adrien Laby. Le marché de Noël vient à peine de commencer et vous en avez peut-être déjà marre de la foule en centre-ville, des bonnets cigognes et des pommes d'amour. Vous êtes à la recherche d'une expérience plus locale et participative. Le marché off a lui aussi ouvert ses portes. Ce matin, les petits mettent la main à la pâte, c'est atelier céramique. J'ai fait une étoile, une lune, un sapin, un Père Noël et un bonhomme de neige. Alors je vais en offrir à mes parents, à des amis si je peux, si ça tient encore pendant le voyage, un truc comme ça. Et voilà. Fabriquer ses cadeaux ou ses décorations, c'est l'esprit du marché off. Marion propose ses créations place Grimeisen et anime chaque mercredi un atelier sous le dôme. Pour la céramiste, le off c'est un lieu de rencontre plus qu'un lieu de vente. Moi je me sens plus à l'aise à participer dans ce marché que sur l'autre marché de Strasbourg, par exemple place Broglie. On peut dire que c'est plus chaleureux, plus convivial, peut-être même plus intimiste. C'est plutôt des personnes locales qui viennent sur ce marché. Dans un marché de Noël à l'authenticité toujours plus contestée, les organisateurs du marché off ont fait le choix de la proximité, quitte à s'éloigner des canons du genre. Créateurs locaux, acteurs associatifs et de l'économie sociale et solidaire, tous se sont rassemblés autour d'un projet alternatif plus convivial, Noël autrement ou la tradition dépouillée de ses aspects les plus consuméristes. Noël autrement, c'est un Noël qui n'est pas nécessairement frénétique dans une surconsommation qu'on subit, mais plus dans des achats qu'on a envie de faire parce qu'on sait qu'ils ont du sens, dans une convivialité qu'on retrouve aussi sur une place qui est une place publique et sur laquelle on anime un maximum de débats, de temps conviviaux. C'est un visiteur allemand qui nous a fait un très très bon résumé de ce qu'on fait. Il nous a expliqué qu'en fait c'est un festival de la convivialité. Noël, c'est aussi un temps de solidarité. Cafés et repas suspendus sont proposés ainsi que différentes actions pour venir en aide aux plus démunis. La solidarité au cœur du marché est aussi une valeur cardinale pour nombre de visiteurs. Transmettre c'est aussi ces valeurs à ma fille, je pense qu'elle apprécie justement de pouvoir être avec d'autres enfants aussi et puis découvrir un peu ce qui se fait. Je sais que l'année dernière, il y avait notamment un atelier pour fabriquer des soupes. Et après à distribuer aux sans-abri. Ça, c'est quelque chose qui l'a marqué et qu'elle apprécie beaucoup effectivement. Consommer solidaire, c'est possible. Sur le stand de l'association Carijou, la vente de jouets de seconde main permet l'insertion professionnelle de personnes en grande difficulté. Une façon de faire plaisir sans se ruiner et en faisant une bonne action.
C'est ce qui les pousse à venir sur le marché off, c'est ce qui les encourage aussi à acheter ici en se disant voilà, en achetant ici, je fais aussi une bonne action. Mon budget est forcément moindre par rapport à un jeu et jouet neuf, mais je fais aussi une bonne action pour nos salariés en insertion et pour l'économie en général, quoi, et le social en général. Le marché off vous donne rendez-vous jusqu'au 24 décembre, place Grimuysen. De nombreuses animations sont proposées, programme des festivités disponibles sur place ou sur Internet. Et il y a une petite nouvelle sur le marché de Noël de Strasbourg cette année. La cathédrale. La fondation de l'œuvre Notre-Dame a désormais son chalet où plusieurs produits dérivés sont proposés à la vente. Ici, on peut retrouver du vin, des chocolats, mais aussi des sculptures à l'effigie de la cathédrale. Et les bénéfices participeront à son financement. Éric Fischer, directeur de l'œuvre Notre-Dame, nous en dit plus. L'idée, c'était de renouveler notre image, d'avoir plus de visibilité. Être présent sur le marché de Noël, c'est reprendre conscience aux Strasbourgeois, aux touristes, aux visiteurs, que des raisons d'être de cette fondation, qui est d'entretenir la cathédrale depuis maintenant 800 ans. Depuis ces derniers mois, depuis l'incendie à Notre-Dame de Paris, on est très souvent questionné sur les moyens qu'on met en œuvre pour protéger la cathédrale. Donc c'est aussi un lieu avec une forte visibilité, beaucoup de personnes, et où on peut les toucher pour les sensibiliser ou resensibiliser à la protection de notre patrimoine et de notre histoire. Et c'est pour ça qu'il faut préciser aussi qu'une partie des fruits de la vente seront dédiés et reversés à la Fondation. Donc à hauteur de 10% des bénéfices pour le chocolatier et 1 € par bouteille pour les vins. Vous devriez bientôt apercevoir un tramway aux couleurs de la Géorgie dans les rues de Strasbourg. Alors pourquoi ? Eh bien, ce pays a pris la présidence tournante du comité des ministres du Conseil de l'Europe. Il succède à la France pour 6 mois et c'est une première pour ce pays, entré au Conseil de l'Europe en 2016. Pour l'occasion, donc au-delà de la rame de tramway, c'est les musiciens de conservatoire qui ont entonné les hymnes européens lors d'un lever de drapeau, en présence aujourd'hui du ministre des Affaires étrangères géorgien. La secrétaire générale du Conseil de l'Europe nous en dit plus sur les enjeux. La Géorgie a fêté cette année 20 ans au Conseil de l'Europe et c'est pour la première fois qu'elle assume la présidence. Et elle apporte 4 priorités pendant lesquelles c'est comment faire la justice mieux adaptée aux enfants. Et deuxièmement, il y a une nouveauté, c'est les droits de l'homme et l'environnement. Donc comment lier le travail qui est fait au sein du Conseil de l'Europe sur les droits de l'homme, sur l'état de droit et la démocratie, et le fait que l'environnement est plus en plus endommagé, plus en plus en menace. Les 500 Nocturnes, l'événement sport auto et business de l'automne à l'Anneau du Rhin, fête déjà ses 5 ans. L'occasion pour les organisateurs de revenir sur la naissance de ce projet et son évolution avec l'ensemble des clients et partenaires de l'événement. 190 personnes étaient présentes hier soir à Colmar. Et alors que la 5e édition a eu lieu il y a tout juste 2 mois, la prochaine se prépare déjà. Nous, dès le lendemain des 500 Nocturnes, on appelle tous nos clients, on leur demande ce qui était bien, ce qui était moins bien, ce qu'il faut améliorer, ce qu'il faut créer comme produit. Et directement, on lance la création du concept pour l'année d'après. Et donc ce soir, on a réuni tous nos clients aussi pour qu'ils puissent se positionner, parce que les meilleurs emplacements se réservent dès à présent. Puisqu'aujourd'hui, on est à guichet fermé. On n'a que 73 loges, donc ça va aller très très vite. Et c'est aussi pour ça qu'on communique le plus tôt possible. J'ai un scoop, c'est qu'en 2020, la 6e édition des 500 Nocturnes aura lieu le 19 septembre. On est en train de travailler sur une marque mise à l'honneur. On a des rendez-vous la semaine prochaine en Italie. On ne va pas en dire plus, ça reste du off, mais effectivement, on est en train de mettre en place toute une programmation artistique totalement nouvelle. Donc là, on va réinventer tout le côté artistique. Le côté sport automobile, on est en train de travailler avec des championnats pour qu'ils puissent venir courir sur notre épreuve. Et donc en termes de nouveautés, c'est déjà pas mal, ouais. Le patrimoine industriel a souvent inspiré les artistes. Parmi les derniers exemples en date, 3 photographes ont immortalisé des centrales hydrauliques du groupe EDF. Camille Roland. Elles fournissent l'Alsace en électricité. Mais les centrales hydrauliques du Rhin regorgent aussi de trésors architecturaux. Construite au début du XXe siècle, celle de Kenz a récemment servi de terrain de jeu et d'inspiration à 3 photographes. Une exposition visible à quelques mètres de ces turbines.
L'objectif était de porter un autre regard sur nos différents ouvrages industriels, nos ouvrages de production d'électricité, qu'ils soient la centrale nucléaire de Fessenheim, mais également nos nombreux ouvrages hydrauliques positionnés sur le Rhin, d'apporter un regard artistique sur ces ouvrages. On raconte une histoire, c'est-à-dire que le patrimoine hydroélectrique, le patrimoine de nos ouvrages de production EDF est un patrimoine à la fois industriel, mais c'est également des histoires d'hommes. À savoir que l'art et l'électricité, c'est une longue histoire d'amour, on va dire, sur le Rhin et pour EDF de manière générale, puisque dès les années 50, EDF a passé des commandes artistiques à de nombreux artistes locaux, justement, et aujourd'hui encore, on le voit sur nos centrales, sur les façades de nos centrales, qu'il s'agit de fresques ou alors de hauts reliefs, de sculptures qui effectivement embellissent les abords des sites. Commandée par le groupe EDF et le musée Electropolis de Mulhouse, l'exposition a été pilotée par la Chambre, un espace d'exposition et d'éducation à l'image basé à Strasbourg. C'est elle qui a sélectionné les 3 photographes et chacun a posé son œil sur ce patrimoine industriel. J'étais très contente d'avoir accès exclusif à ces installations qui ont pour certaines une valeur architecturale assez exceptionnelle, mais ils ont chacun choisi leur angle d'approche. Donc Thomas Jorion par exemple s'est vraiment intéressé à l'architecture, aux machineries qui sont parfois colorées pour des raisons à la fois esthétiques et techniques. Léo de la Fontaine s'est intéressé aux personnes qui travaillent dans ces centrales avec leurs costumes professionnels caractéristiques. Et Mathieu Bernard Raymond s'est intéressé aux formes, donc autant de l'architecture que des machineries, des tableaux de commande. L'exposition sera visible ce dimanche à Kems. Il est également possible de s'inscrire pour visiter la centrale et ainsi avoir son propre regard sur ce bâtiment. Et on finit ce journal avec l'image du jour, Oliviane. Strasbourg était déjà en tête du classement des villes cyclables. Voilà maintenant la capitale alsacienne également dans le top 10 des villes françaises les plus adaptées aux piétons. Le moteur de recherche de location Holidoo a étudié toutes les villes de plus de 100 000 habitants en calculant le pourcentage de voies piétonnes. Et c'est Grenoble, avec plus de 10% qui s'impose devant Annecy et Rouen. Mais Strasbourg intègre tout juste ce classement avec 3,71% de voies piétonnes, mais beaucoup plus en centre-ville. Reste maintenant à faire cohabiter un peu mieux cyclistes et piétons. Merci beaucoup Anna pour ce JT. Martial Debrief, notre chroniqueur littéraire, nous accompagne ce soir avec quelques pépites. Et notre invité nous a rejoint. Gérard Muller, comment allez-vous ? Très bien. Eh ben, on est ravis de vous accueillir. On parle de votre livre « Je vois mon bonheur, les grands défis de l'aventurier aveugle ». On en parle dans un instant, juste avant le temps en Alsace. Prenez l'air à la maison en regardant la météo avec Blo. Purificateur d'air écologique fabriqué en France. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour votre bulletin météo de ce jeudi 28 novembre. Et jeudi matin, c'est un temps humide qui nous attend avec encore quelques averses. De ci, de là, pluie, nuages et éclaircies se partageront le ciel alsacien avec un temps un petit peu plus sec, notamment du côté de Strasbourg ou encore de Karlsruhe. Côté Mercure, c'est de la douceur au programme de cette matinée avec 9 degrés prévus du côté de Saverne, Strasbourg, Sélestat ou encore Colmar. 8 degrés la minimale du territoire alsacien, ce sera pour Haguenau, Wissembourg ou encore du côté de Mulhouse et Saint-Louis. L'après-midi, toujours quelques averses. Et blanc-bonnet et bonnet blanc, on ne change quasiment rien. Un temps un petit peu plus sec du côté de Strasbourg, toujours pas mal d'averses. Du côté notamment de Wissembourg, de Fribourg ou encore de Bâle. Pour le reste du territoire, on verra quelques éclaircies, mais ce sera quand même humide globalement. Côté Mercure, ça reste toujours très agréable. Entre 10 et 12 degrés en Alsace de moyenne, 9 à 11 degrés chez nos voisins allemands, 11 degrés également si vous êtes dans le nord de la Suisse. On continue avec vendredi, en veille de week-end, et c'est le retour d'une précipitation avec un ciel beaucoup plus chargé, beaucoup plus de pluie prévu. On verra peut-être quelques rayons de soleil du côté du Haut-Rhin. Pour le reste du territoire, vous le voyez, c'est bien chargé et des températures en baisse. Entre 10 et 11 degrés vendredi après-midi en Alsace, 9 degrés du côté de la région du Bade-Wurtemberg et 11 degrés, ce sera pour Bâle. Jeudi, nous serons donc le 28 novembre et nous fêterons les Jacques. Le soleil se lèvera à 7h55 pour se recoucher à 16h37. Je vous souhaite un très bon moment sur Alsace 20. Salut! Votre météo vous a été présenté par Blo. Purificateur d'air intérieur, simple, efficace et économique.
Ses amis l'appellent l'aventurier aveugle. Gérard Muller est avec nous. Comment allez-vous, Gérard ? Très bien. On est ravis de vous accueillir. C'est ce livre-là dont on va parler. C'est un livre pour changer quoi ? Le regard des autres sur les aveugles ? C'est d'abord, oui, effectivement, de changer le regard qu'on a en général sur les aveugles. Et aussi, ce livre a été fait dans un but de transmission, de dire que malgré les épreuves de la vie, et Dieu sait que la vie est remplie d'épreuves, on peut malgré tout avoir une belle vie. Vous racontez comment on vous annonce à l'âge de 17 ans que vous avez une rétinite pigmentaire. C'est très simple, on lui dit tu seras aveugle à 50 ans. Tu ne pourras pas avoir d'enfant car ta maladie est héréditaire. Mais le monde s'écroule quand on dit ça à un gamin de 17 ans. Tout s'est écroulé. Et c'est vrai qu'il y avait eu pendant cette période une période suicidaire. Et bon, la vie est ce qu'elle est, et heureusement qu'elle est comme ça. Quelque part, je l'ai enfui et puis j'ai continué à avancer. Vos parents ont des vieux prénoms, évidemment, qu'on ne donnerait plus aujourd'hui. Votre papa s'appelle Adolphe, il est prof de maths. Berthe, c'est votre maman, c'est une maman effacée, comme vous l'écrivez dans votre livre. L'adolescence, pour vous, ne va pas être très drôle. Les premiers bals à Haguenau. L'alcool, ça picole pas mal. Des bagarres et déjà le vélo. Le vélo, c'est une passion chevillée au guidon, si je puis dire. Oui, le vélo, c'est vraiment mon sport de prédilection. Et c'est vrai que quand j'ai perdu la vue, de pouvoir faire le vélo a été pour moi le cap le plus difficile à franchir. Et après, je suis passé au tandem, mais le passage, comme je l'explique, n'a pas été très facile. On y reviendra parce qu'on a des belles images qui passent en ce moment au Burkina Faso. Vous êtes justement en tandem, c'est le petit clin d'œil. On revient dans votre enfance, vous voulez être véto. Eh ouais, Gérard veut être vétérinaire. Sauf que sur les conseils de votre papa, ça sera pharma. Votre père vous dit, tu pourras être ton propre patron lorsque tu perdras la vue. Oui, ça a été son argument et puis finalement il a eu raison. J'ai eu la chance d'avoir un métier que j'ai pu continuer parce que j'étais mon propre patron et c'est un métier qui m'a beaucoup apporté parce que ce qui est primordial chez moi, c'est le contact humain, c'est les rapports humains. Et en tant que pharmacien, vous êtes souvent le confident des gens. Et dans mes voyages, c'est ce que je privilégie aussi. Vous allez rencontrer Ami, ça sera votre épouse. Vous lui expliquez vos problèmes de vue, que vos enfants seront aveugles, puisque c'est une maladie héréditaire. Et Annie, elle vous déclare, écoute, on trouvera des solutions, Gérard, et vous aurez 4 enfants. Comment cette forme de rétinite pigmentaire n'a pas été transmise aux enfants? Comment ça se fait? Mais c'est ce qu'on m'avait dit à l'époque, mais dans la maladie, la rétinite pigmentaire, il y a plusieurs formes génétiques, il y en a plus de 200. Et dans mon cas, c'est comme l'hémophilie, ça se transmet par la maman qui est porteuse saine. Donc, j'ai eu 3 garçons, donc avec Annie, et une fille. Donc, les 3 garçons, comme ça s'est apporté par la maman, n'ont pas eu et ne transmettront pas la maladie. C'est le chromosome X, en fait, qui transmet. Voilà. Et une de vos filles est porteuse saine. Et ma fille est porteuse saine. C'est ce que vous écrivez. Et j'ai encore eu beaucoup de chance parce que ma fille a 3 filles et donc elle a aucun de mes petits-enfants né aveugle et atteint de la rétinite. Voilà, c'est une belle histoire. Vous racontez aussi la période, là c'est moins drôle, où vous devenez vraiment aveugle, vous ne reconnaissez plus les gens, autrement dit, fini la pharmacie, fini le vélo, fini les fêtes de village, et là c'est la déprime, vous en voulez à la terre entière. Oui, c'est certainement dans ce cheminement par rapport au handicap, la période la plus difficile, ce qu'on appelle la période de déni, qui est une période affreuse, parce qu'on vit dans le mensonge, on se cache, on refuse de se montrer en tant qu'aveugle et donc on refuse aussi par là même tout ce qui peut vous aider dans votre vie quotidienne. On refuse la canne blanche et moi, le fanat de vélo, malgré l'injonction de mes amis, j'ai refusé le tandem. Et là, c'est terrible. Là, c'est l'enfermement et c'est vraiment là que je suis tombé au fond du trou. Voilà. Pour vous en sortir, vous allez vous lancer des défis. Vous allez faire de la voile, vous allez faire l'Himalaya, le Népal, Saint-Jacques-de-Compostelle. Je vous avais invité il y a quelques années, on en avait parlé. Saint-Jacques-de-Compostelle, vous le faites avec un GPS pour aveugles. Il n'est pas complètement au point, il faut être clair. À ce moment-là. À ce moment-là, parce que effectivement, c'était un double défi d'abord de faire quelque chose par moi-même. Et donc, quand j'ai entendu parler à l'Institut de la Vision de ce GPS, je me suis lancé ce défi. Alors que le GPS n'était pas prêt, j'ai réussi à le faire financer. Il n'était pas tout à fait prêt, ce qui m'a valu certaines petites mésaventures, mais formateurs.
Et voilà, ça a été certainement une de mes très très belles aventures. Et d'ailleurs maintenant, j'ai continué dans le cadre de mon association Ivoire à développer ce GPS et qui est maintenant disponible sous sa forme Android. En parlant de GPS, moi ce qui m'intrigue, c'est quelle est l'importance du numérique dans votre vie ? Le numérique nous a quelque part sauvé la mise parce que le numérique d'abord a permis de me guider en pleine nature avec ce GPS. Ouais. Il me permet de me guider en ville grâce à ce GPS. De téléphoner tout seul, de lire mes mails grâce à la synthèse vocale. Actuellement, sur mon téléphone portable, j'ai 6 livres, 6 ou 7 livres. Je lis des quotidiens, je lis des hebdomadaires. Donc, je peux dire que sur le plan de la culture, Quand quelqu'un vous appelle sur votre téléphone, vous savez qui c'est qui vous appelle ? Oui. Parce que par moi, exemple, vous m'appelez. Tiens, Gérard, c'est formidable, il a retrouvé la vue. Non, vous m'appelez. J'ai dit tout de suite bonjour Lionel, parce que le téléphone m'en dit Lionel. Exactement. Allez, quelques images maintenant de cette course de tandem. Un petit mot sur ce Burkina Faso. Vous avez en tout cas, vous le dites, une fascination pour l'Afrique et pour cette très grande course cycliste du continent africain. Là, c'était le retour au tandem, là, c'était le retour au plaisir. Oui, là, mais le tandem, j'en ai fait déjà avant le Burkina. J'ai traversé le Brésil, j'ai fait Paris-Pékin, Pékin-Long. Et là, j'avais envie, mais avec François Orsa, qui est le président de Vélo pour le Faso, on est allé au Burkina afin de créer les premières courses handisport en Afrique. Et ce qui a donné d'ailleurs lieu à un film tourné par René Lesgus, et qui s'appelle Burkina Faso, qui s'appelle Combi-Siri, où on raconte toutes nos aventures africaines, on raconte ces premières courses handisport en Afrique occidentale, parce que ce sont les premières, et grâce à François Orsa et Vélo pour le Faso, on a fabriqué ces tandems. Donc ils ont un certain nombre de tandems, voilà, et aussi, maintenant, j'ai un autre projet qui est en train de se faire, c'est la Maison d'Annie, du prénom de ma femme, et un lieu de ressources pour des aveugles qui sont la plupart du temps vivent dans la rue, à Combi-Siri. Et tout est là-dedans, dans cet ouvrage, c'est tout chaud, ça vient de sortir. Les grands défis de l'aventurier aveugle, je vois mon bonheur. Vous restez avec nous. Gérard remarque une toute petite page de pub, petit comme ça, et surtout c'est Martial avec des pépites qui vous attend juste après ça. On est en pub. Ça donne envie de le lire. Hein. Ouais. Ah ouais, c'est bien. Oui, je peux parler là. Oui, bien sûr, on est en pub. Ouais. Oui, ça c'est un peu toutes les aventures, que ce soit sur le continent sud-américain. Sur ma traversée de Paris à Pékin, ça c'était plus personnel. Puis toute la traversée de l'Europe. Nos maquilleuses qui viennent nous mettre un petit coup de poudre. Retour en direct avec nos maquilleuses. Mais non. C'est quand même ça. Elle panique là. Ouais, j'ai vu les yeux. Il fait chaud dans le studio. Et c'est bon. Merci. Voilà, Gérard, il est parfait, il n'y a rien à faire. Oui, il est parfait. Il est parfait, Gérard, oui, mais c'est depuis le temps qu'on lui dit. Et voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée, à demain. Bonne soirée. Au revoir. Merci. Voilà, ça va être Qu'est-ce qu'il y a là de la pub ? Donc là, il y a 2 minutes de pub. Après, il y a Martial. Je vais te dire en termes d'émission, si tu regardes le chronomètre, Martial, il reste 7 minutes 26. Je vais leur demander 1,40. Donc 7,26, 6,26, 5,40. Ok. Donc tu vas prendre 5,20 pour que moi je dise, je lance la suite. Okay. Je dirais pas au revoir, je dirais place maintenant, etc. Et je vous retrouve pour un magazine. Ok, tu m'arrêtes et tu m'arrêtes si je suis trop long. Oui. De toute façon, si je te fais ça, c'est qu'il te reste 1 minute. Et si je vois qu'on a pris trop de temps sur le livre 2... Eh ben, je fais pas le livre 3. Au pire. D'accord. Mais comme c'est une chronique de 5 et j'ai mis 5,30, ça devrait... Généralement, je la respecte. Hein. Oui, je sais. Non, il respecte. C'est vrai que c'est dit d'être concis. C'est très dur, surtout sur 1000 pages.
En fait, si tu fais le compte, là, il y en a, un peu plus. En fait, moi, j'écris au départ, je lis donc tous les bouquins, vraiment, et j'aime ça. Après, j'ai fait, 15 questions pour Gérard. Des questions qui font en typo 5 lignes, si tu veux. Sauf que je ne veux jamais avoir une question qui dépasse 2 lignes. Donc, et après, je taille, j'enlève le gras. Ouais, j'enlève tous les mots, j'enlève tous les mots qui servent à rien. J'enlève tous les mots qui servent à rien pour avoir la question la plus efficace possible. Voilà. Et de 15, je me rends compte que là, j'en sais rien, la 7 et la 3 se ressemblent. J'en fais plus qu'une, tu vois. Et je passe après, je vais te dire, là, on a fait combien de... Et vous regardez 24 ans en Alsace avec Martial Lebriff à la page. Bonjour à toutes et à tous, et bien écoutez, Get Dry Chaos a encore frappé dimanche dernier dans les DNA. Je cite « Venez en librairie, vous saurez en cette période de préfète comment perdre des kilos et aussi comment les prendre avec le yin et le yang des livres de recettes. » Alors cette interview, en tout cas ce travail du Get Dry Chaos m'a fait penser à ce très beau livre que je viens de vous ramener de Mayotte, puisque c'est un auteur de Maurice qui s'appelle Ananda Devi, et le livre s'appelle « Manger l'autre ». Alors c'est un conte de la dévoration. L'héroïne pèse déjà 10 kilos lorsqu'elle naît, et son père dit d'ailleurs... 10 kilos à la naissance. 10 kilos à la naissance, et son père dit qu'elle a dévoré sa sœur jumelle dans l'utérus. Oh, quelle horreur. La mère part tout de suite. Quand elle voit le monstre, elle décide de quitter le foyer. Et le père, lui, va s'occuper de sa fille, de ses 2 filles, parce qu'il pense évidemment qu'il en a 2 en une. Et il va lui donner à manger pour 2. C'est délirant. Ah, c'est délirant. Le personnage va aller jusqu'à 200 kilos. Et elle se retrouve complètement, en tout cas amoindrie par ses collègues de classe. Et on l'appelle d'ailleurs la couenne. C'est un paquet de gras. C'est un paquet de gras. Et donc, les moqueries sur les réseaux sociaux vont être absolument puissantes. Alors, l'auteur va travailler avec une pincée d'humour, mais également avec un zeste de cruauté. Je vais d'ailleurs vous donner un extrait de cet ouvrage que j'ai particulièrement apprécié. « Je ne savais pas que je serais plus que ronde, potelée, bien en chair, forte, plantureuse, tous ces qualificatifs qui taisent l'adjectif cruel de grosse. Par la suite, le mot grosse lui-même est devenu insuffisant. Il a fallu en trouver d'autres, éléphantesques, gigantoïdes, d'une hyperadiposité foudroyante. Mon miroir de mots se tarissait trop vite pour que je puisse continuer à y être réfléchi. » C'est un livre vraiment délicieusement écrit. J'ai passé un excellent moment parce que c'est toute la société dans cet ouvrage. Manger l'autre. Avec une couverture où on voit effectivement 2 personnes qui se mangent. Oui, et c'est vraiment pour le personnage, la nourriture est vraiment l'échappatoire, ce qui est souvent le cas en fait, des personnes qui ont des problèmes de poids. Et ce roman, qui est à une écriture presque rabelaisienne, est à dévorer sans modération. Allez, on quitte le monde cruel des hommes pour Demain les chiens. Ah oui, alors, au commencement, Dieu créa l'homme, mais voyant sa faiblesse, il lui donna le chien. C'est une citation d'Alphonse Toussenel. Alors, ce n'est pas un livre d'aujourd'hui. Ce livre est paru dans les années 50. Il vient juste de revoir le jour dans la collection J'ai lu, et on se retrouve avec 8 nouvelles. Et l'intérêt, c'est qu'il n'y a pas d'homme là-dedans. Il n'y a pas d'homme. Ah non, il n'y a que des chiens. Qui parlent entre eux, qui communiquent. Et qui vont parler de l'homme. Mais l'homme comme un conte, comme quelque chose de totalement incroyable qui n'a peut-être d'ailleurs jamais existé.
Et on voit les chiens discuter au coin du feu, parler aux chiots de ce monde d'hommes qui est complètement incroyable. Alors, l'auteur a voulu en fait retracer à travers cet ouvrage la fraternité, la fidélité du chien, mais aussi les valeurs humaines qui nous font parfois défaut. On voit aussi toute la désillusion de la vie moderne dans cet ouvrage qui est grinçant. Alors, c'est un véritable régal que vous allez déguster, mesdames, messieurs, tel un os à moelle. Je vous le garantis. Absolument, ça donne envie. Martial, une petite minute pour 1000 et 10 000 pas. Alors là, c'est le coup de cœur du Salon du Livre de Colmar. J'ai découvert ce livre vraiment dans les allées. C'est de Anne et de Laurent Champ-Massard. On se retrouve au 8e siècle, sur la route de la soie, en direction de la Chine. Les auteurs ont fait de toute façon cette route et ils ont retranscrit à travers leur voyage, ils se sont mis évidemment dans la peau du 8e siècle où on va rencontrer ces nomades, ces chameaux, ces épices. Vous savez, le livre de Susskind que vous avez souvent lu, certainement lu ici, moi je l'ai lu souvent parce que c'est un chef-d'œuvre pour moi, vous sentez le parfum, vous savez, sur le coin des narines, ce livre, le parfum de Susskind, et bien là, on va se retrouver dans la même situation que dans le livre de Susskind, mais avec toutes les odeurs qui vont vous emmener sur la route de la soie. Ça s'appelle 1000 et 10 000 pas. Pourquoi ? Parce que d'abord, on fait 1000 pas pour essayer de s'en sortir et on va en faire 10 000 autres pour essayer de retrouver, en tout cas, tout l'esprit du désert et de la route de la soie. Super belle sélection, Martial de Brive, qu'on retrouve évidemment en streaming sur notre antenne. L'autre livre qu'on avait présenté aujourd'hui, c'est celui de Gérard Muller, Je vois mon bonheur. Ça a été un plaisir de vous recevoir, Gérard. Merci, Lionel. Bonne route à vous, Merci. les grands défis de l'aventurier aveugle. Merci donc à nos invités. Je vais vous libérer. On va retrouver Delphine Vespizer. Et moi, je suis là. Dans 5 petites minutes, on parlera du contournement ouest de Strasbourg et des travaux qui sont faits pour les inondations actuellement. C'est parti. Salut Bénanter et bienvenue à Pfaffenhofen. Aujourd'hui, je vais partager la passion de Joy. Vous l'avez compris, c'est de la pole dance. Alors la pole dance, c'est pour les adultes, mais c'est aussi pour les enfants. Comment ça va, Joy? Ça va. Alors merci beaucoup de m'accueillir dans ton univers. Dis-moi, ça fait combien de temps que tu fais de la pole dance? Ça fait 3 ans. 3 ans. Alors je sais que tout a commencé ici, regardez, vous pouvez voir, avec cette porte ici. Ça veut dire quoi? T'as accompagné ta maman une fois à la gym. Et ensuite? Et ensuite, je suis allée à la porte, j'ai regardé le cours et j'ai dit waouh, j'aimerais trop faire ça. Ok, donc tu as vu ces barres, tu as vu les filles qui sont dessus, Oui. voilà, d'accord. Est-ce que tu connaissais déjà ce sport? Non. Tu savais pas du tout ce que c'était? Ok. Et quand tu as dit à ta maman, j'aimerais faire de la pole dance, comment elle a réagi tout de suite? D'abord, elle m'a regardé, elle a fait c'est quoi? D'accord. Elle a dit ok. Les toutes premières fois quand on fait de la pole dance, comment est-ce qu'on se sent? Est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est difficile? C'est très très dur. Très très dur, ok. Là pour l'instant, tu es à ta 3e année. Oui. Et tu fais déjà des figures ici et ça. Est-ce que tu peux me montrer la figure dont tu es la plus fière maintenant en 3e année? La plus fière? Ouais. Non mais rien que de monter, c'est déjà incroyable. Ah ouais. Ah ouais. Et ça, t'as mis combien de temps pour faire cette figure? Quelques mois. Tiens, ça vient quand même, hein. Je suis sûre qu'au bout de 1 mois, j'aurai un petit truc. Ok. C'est bon, j'attends toujours. Et en plus, on a un petit fan club, on adore. Ça va les papas, les mamans? Ça va? Mais c'est vrai qu'on a la tête qui tourne à fond et c'est super sportif. Hein. Très. Vous pouvez vraiment être fiers de vos enfants parce qu'elles gèrent vraiment. Alors, Dominique, vous êtes la maman de Joyce. Oui. Comment est-ce que vous l'avez perçu quand votre petite fille vous dit bah voilà, moi j'aimerais faire de la pole dance? Au début, c'est compliqué parce que le pole dance c'est vu comme quelque chose de sexy, Oui. voilà. Et donc j'ai voulu voir un cours, donc je suis venue avec elle pour voir si on pouvait avoir un cours d'essai. Et donc j'ai regardé un cours et non, c'est très très physique, Ouais. c'est très sportif et
Voilà, et du coup j'ai vu que la petite s'était éclatée, qu'elle s'était ouverte à ce sport. Et du coup, sans hésitation, maintenant l'inscription, c'est tant qu'elle veut. Nadia, toi, tu es la prof de pole dance ici. Dis-moi, est-ce que les enfants, on les entraîne de la même manière que les adultes? Chez nous, oui. On entraîne les enfants de la même manière comme les adultes parce que c'est beaucoup plus efficace. D'accord. Voilà. Alors, ça veut dire quoi au final? Parfois, des enfants, ils ne comprennent pas ça. Parfois, des enfants ne comprennent pas ma manière d'entraînement parce que je ne suis pas quelqu'un qui vient et fait « Oh mon chéri, c'est pas grave, on ne va pas faire aujourd'hui. » Non. Je viens et on entraîne comme des adultes. D'accord. Donc, tu n'as pas compris, écoute-moi encore une fois et très sérieusement. D'accord. Voilà. Et donc reste quand attentif même un peu strict. Strict, très strict. Je viens d'école de gymnastique en Ukraine et comme vous savez, en Ukraine, c'est très strict. D'accord. Voilà. Et ici, j'utilise la même manière, je veux dire. Ok. Et c'est comme ça qu'on a des résultats. Voilà, exactement. Et donc ces résultats, on est très content de le montrer aux parents en juin quand on fait le gala. Est-ce que c'est ça le but au final? Pour des adultes et pour les enfants, oui. Ça, c'est le but, pour montrer à les parents sur les grandes scènes qu'est-ce qu'on avait appris. Pour moi, c'est juste voir les résultats chaque année. C'est mes enfants et je veux bien voir comment ils grandissent chaque année. Joyce, merci beaucoup de m'avoir fait partager ta passion et merci à toutes et à tous, c'était vraiment très sympa. Et nous, on se dit Morreskut et à bientôt. Est-ce qu'il y a un autre truc que vous pensez qui serait bien de dire sur cet aspect-là ou par rapport aux parents ou un truc comme ça? Et bienvenue dans le magazine En route pour le COS. Chaque mois, Alsace 20 vous propose des experts de ce chantier hors norme et des thématiques. Aujourd'hui, on parle des eaux, des bassins de rétention, des coulées de boue, de toute, en gros, l'hydraulique inhérente à ce chantier du COS. Avec nous, Étienne Burger, comment allez-vous ? Très bien, Lionel. Bonjour. On est ravis de vous accueillir, vice-président du SDEA, maire de Kuttolsheim, conseiller départemental. Et Jean-Luc Fournier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur communication projet Vinci. Je vais commencer d'ailleurs avec vous, Jean-Luc. Les eaux de pluie, les coulées de boue, comment on récupère finalement toute cette eau ruisselante qui arrive à un moment donné sur le COS ? Alors le COS, effectivement, c'est une plateforme autoroutière, donc qui est imperméable par définition. Et toutes les eaux qui tombent sur cette plateforme et toutes les eaux qui tombent à proximité, puisque nous avons des talus, nous avons des remblais, des déblais, doivent être récupérées pour éviter les inondations à proximité et aussi pour être traitées et éviter les pollutions éventuelles. C'est ce que vous dites, la moindre goutte d'eau doit être récupérée. Exactement. Étienne Burger, je l'ai dit, vice-président du SDEA en charge de la GEMAPI. On va rappeler la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. C'est quoi exactement ? Voilà un drôle d'acronyme, c'est vrai. La GEMAPI, c'est la gestion des milieux aquatiques et protection contre les inondations. C'est devenu une compétence obligatoire des communautés de communes depuis le 1er janvier 2018. Donc, la communauté de communes du Korsberg-Ackerland a pris cette compétence, mais l'a aussitôt transférée au SDEA afin de mutualiser nos moyens, parce que le SDEA a quand même des possibilités de répondre aux besoins de nos concitoyens en matière de gestion des milieux aquatiques et en matière de protection contre les inondations. Et c'est pour ça, en gros, Jean-Luc Fournier, que Vinci a dû redimensionner les bassins pour pouvoir gérer ces inondations possibles. Ce processus de récupération des eaux est régulé par ce qu'on appelle la loi sur l'eau. Et les obligations qui sont faites pour ce type d'infrastructure, c'est de récupérer des eaux qui correspondent à un événement de la décennie, un événement exceptionnel de la décennie. Et effectivement, les premières conceptions de notre ouvrage et les dimensionnements de ces bassins avaient été faites
dans le cadre de cette réglementation et au moment effectivement des échanges et notamment de l'enquête publique qui a donné lieu à l'arrêté unique qui a été pris en août 2018 par le préfet, et il y a eu des échanges et notamment avec les élus du Korsberg, les représentants de la Comcom, avec les maires, sur les problématiques effectivement observées depuis quelques années, d'événements pluviométriques qui semblaient et qui étaient plus importants que ceux de la décennie et qui ont amené le préfet à nous demander effectivement de pouvoir récupérer, stocker l'eau d'une façon différente avec des volumes plus importants qui correspondent à des événements du siècle. Alors on a des images, on a des infographies que vous nous avez ramenées. Je voudrais bien que vous nous les commentiez pour qu'on comprenne un petit peu à quoi ça ressemble, Jean-Luc Fournier. Alors, vous avez effectivement la plateforme autoroutière, vous avez un bassin que l'on aperçoit. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toutes les eaux qui sont récupérées sur la plateforme autoroutière, qui est toujours en pente, c'est-à-dire que même quand on fait une infrastructure en autoroute sur le terrain plat, on doit faire des pentes pour pouvoir récupérer les eaux dans ces bassins. Et on les récupère notamment par des caniveaux qui sont étanches. Donc de part et d'autre, tout à fait. Les eaux de part et d'autre de la chaussée. On récupère dans des caniveaux l'ensemble de ces eaux de chaussée qui sont amenées dans des bassins. Il y en aura 25 sur le COS qui sont amenées dans des bassins. Et ces bassins sont dimensionnés pour stocker les eaux avant de les rejeter avec ce qu'on appelle un débit contrôlé. C'est-à-dire on va les rejeter dans le milieu naturel et notamment pour nous ici, ça va être dans les cours d'eau adjacents, il y en a 9 au total, avec ce qu'on appelle un débit régulé. C'est-à-dire que la réglementation nous demande de ne pas rejeter plus de 10 litres à la seconde, 20 litres à la seconde, selon le débit naturel de la rivière. Si l'eau remplit complètement le bassin, elle va déborder à un moment ou à un autre. Si l'eau remplit complètement le bassin, elle peut déborder. Et là, effectivement, c'est dans le cadre de l'événement du siècle. D'accord. Et c'est ce que l'on a mis en place. En fait, nos bassins sont dimensionnés pour un événement de 20 ans. Et si on a un événement plus important, l'eau va déborder et va aller dans ce qu'on appelle des zones de compensation hydraulique que l'on crée à proximité des rivières. Ces zones de compensation hydraulique vont pouvoir permettre de stocker l'eau avant qu'elle parte dans la rivière pour éviter des crues en aval. Mais ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que ces zones ont un double intérêt, c'est qu'elles vont aussi permettre de stocker l'eau si un événement pluvieux se produit en amont de la rivière et pas sur l'autoroute. Ces zones de compensation hydraulique vont aussi permettre de faire des zones tampons et d'ajuster le début des rivières vers l'aval. C'est des choses rassurantes qui ont été mises en place, c'est pratiquement ce qu'on met en place sur les autres territoires de la communauté de communes, c'est-à-dire même à travers tout le Bas-Rhin, à travers le SDA, c'est des choses qu'on met en place. Avant l'implantation du grand contournement, nous avions déjà une réflexion sur ces sujets et donc pour l'instant, on a mis en place des dispositifs un peu plus rapides à travers des aménagements hydrauliques douces, c'est-à-dire quelques travaux sur les rivières, aménagement de bandes enherbées justement pour permettre cet épanchement, ces zones d'épanchement. Nous avons aussi travaillé avec la profession agricole parce que la profession agricole est très importante dans le domaine avec d'ailleurs des compensations que nous leur versons, même des compensations financières. Nous avons à travers l'arrivée du COS, nous avons profité des aménagements fonciers pour justement réaménager nos cours d'eau, reméandrer, des choses comme ça. Donc, nous avons la possibilité d'avoir du foncier pour permettre tous ces travaux sur le cours d'eau. Donc, aujourd'hui, je dirais, on est presque dans du gagnant-gagnant. Et donc, c'est très important pour la protection de nos communes. Alors, je vous propose d'aller découvrir justement ces bassins de récupération. Ça se passe à Dingsheim. Reportage Gilles Kunz. Sur ces 24 km de tracé, le contournement ouest de Strasbourg franchira 9 cours d'eau, dont celui de la Soufelle, entre Stutzheim-Offenheim et Dingsheim, une zone qui a localement connu de fortes inondations ces dernières années. Alors forcément, chez les citoyens des communes du secteur, l'arrivée de l'autoroute a provoqué des inquiétudes. Il est tout naturel que les autorités préfectorales les prennent en compte, comme elles prennent en compte aujourd'hui l'incidence au niveau de la faune et de la flore. Je pense que l'humain est aussi important, et notamment le risque lié aux inondations. Nous sommes inquiets par rapport aux incidences et aux apports en eau que peuvent ramener cette nouvelle autoroute. Surtout la tranchée qui est opérée dans le Korsberg, avec des modifications de l'évacuation des eaux rencontrés aujourd'hui. De base, la loi exige un système d'évacuation des eaux de pluie qui puisse faire face à une pluie décennale, c'est-à-dire un événement pluviométrique exceptionnel de l'ordre de 10 ans.
Mais en raison du risque grandissant d'inondation, les élus ont négocié des dispositifs d'assainissement pouvant répondre à une pluie centenale. Ainsi, 2 ouvrages seront installés, un bassin et en amont du pont, une zone de compensation hydraulique. En fait, le bassin autoroutier, c'est un bassin de rétention et lui, il est chargé de collecter toutes les eaux de la plateforme autoroutière. Et le but, c'est de faire décanter les eaux avant de les rejeter dans le milieu naturel et surtout réguler, c'est-à-dire ajuster le débit avant de le rejeter dans le cours d'eau. La zone de compensation, en fait, elle permet de, comme son nom l'indique, compenser un volume, c'est-à-dire l'autoroute vient prendre sur la zone inondable et on vient un peu perturber les écoulements des eaux et donc on vient faire une sorte de trou sur le côté de l'autoroute pour que l'eau puisse prendre sa place quand il y aura une inondation. Sur ces images, les bassins ne sont encore que provisoires et servent à récupérer l'eau du chantier. Les ouvrages définitifs seront déplacés de quelques mètres. Voilà, Jean-Luc Fournier, ce sont des dispositifs pour accueillir l'événement pluvieux du siècle. Oui. Ça, c'est une contrainte que vous a imposé le préfet ? Oui, c'est une contrainte effectivement que nous a imposé le préfet qui a nécessité de reconditionner, de réaménager et surtout de travailler notre conception sans, comme le disait M. Burger tout à l'heure, en limitant les emprises foncières. Parce qu'à partir du moment effectivement où vous créez des zones de compensation, des bassins, vous le faites généralement là où il y a des terres agricoles le long des rivières. Donc il faut ajuster au maximum effectivement et au mieux ces emprises. Étienne Burger, c'est un vrai souci la gestion de l'eau et chez vous, la géographie du Korsberg fait qu'il y a eu des coulées de boue en 2016-2018. C'est même de plus en plus fréquent. C'est quoi finalement le problème, quoi ? Quel est le problème ? Moi, je dirais que c'est une conjonction de plusieurs problèmes. Donc, tout d'abord, et il ne faut pas le dire, le développement des cultures de printemps, maïs, betteraves, mais qui sont nécessaires à la survie de nos agriculteurs locaux et qui rendent... Mais ça fait partie aussi du problème. Qui rendent invariablement les sols plus vulnérables au printemps. Des orages surtout qui surviennent de plus en plus tôt, essentiellement des orages de mai, c'est des orages qu'on connaissait au mois d'août il y a quelques années. Aujourd'hui, les phénomènes climatiques sont très prégnants là-dedans. Et puis, il faut quand même reconnaître, nous avons aussi, dans notre réflexion sur l'urbanisme, commis peut-être quelques erreurs en construisant dans des zones où les chemins d'eau passaient quand il y avait des orages violents. Et c'est un manque de connaissances peut-être, ou un manque de recul. Simplement, il y avait pendant de nombreuses années des périodes sèches et donc ça n'était pas un problème. Alors pour faire le COS, il a parfois fallu dévier des rivières en limitant l'impact sur l'environnement. On part de suite sur le bras d'Altorf, reportage Gilles Kunz. La future autoroute passera sur ce pont qui lui permet de franchir le bras d'Altorf. Ce petit cours d'eau qui filait tout droit a été légèrement dévié selon des principes très stricts et en ressortira relooké. On cherche à recréer un milieu le plus naturel et qui réponde effectivement aux contraintes ou en tout cas aux besoins du cours d'eau. Donc autant sur le plan physico-chimique que sur le plan sédimentaire et que sur le plan écologique au niveau de sa vocation donc de permettre le déplacement des espèces et leur vie. Avant les travaux, la pêche de sauvegarde avait permis de sortir plus de 800 poissons sur à peine 200 mètres. Avec des courbes larges et d'autres plus serrées, en jouant sur l'angle des berges et des pentes et sur les différences de profondeur, on peut moduler le courant pour créer le milieu le plus favorable possible à ces espèces. C'est aussi pour cela que des souches ont été immergées. C'est la raison pour laquelle on a mis effectivement un ensemble de souches dans le lit et qu'on va mettre après, c'est encore pas terminé, mais des souches en crête, etc. pour faire des zones d'abri et de cache déjà pour la faune piscicole. Et puis donc en crête de berge, on en mettra aussi pour créer des zones d'abri et puis de protection éventuelle. Et puis de zones de gîte pour certaines espèces, petite faune, voilà. Une frayère a également été aménagée pour favoriser la reproduction des poissons. Les berges, elles, seront reboisées à la fin du chantier. Voilà, Étienne Burger. Vous êtes étonné de tout ce qui a été fait sur les milieux aquatiques sur l'OCAS ? Pas du tout. Plutôt, c'est ce que nous souhaitons, c'est ce que nous voulons faire à travers les travaux que le SDA a prévu pour renaturer la Soufelle. Là, c'est le bras d'Altorf. La Soufelle, c'est un peu le même type de travaux qu'on va mettre en œuvre. Je vais dire, au cours des 50 dernières années, on a transformé nos cours d'eau plutôt en canaux
que des cours d'eau. Donc aujourd'hui, nous devons peut-être réparer les erreurs commises par le passé, sans vouloir jeter la pierre à personne. Donc ça nous permettra de recréer des méandres. Et j'aimerais souligner une chose, c'est dans le cadre des accords avec la profession agricole, dans le cadre des accords qu'on a pu trouver avec l'opérateur, Vinci, dans le cadre du travail collectif qu'on peut redonner à notre Soufel le nom de rivière, tout simplement. Et une petite dernière question à vous, Jean-Luc Fournier. Tout a été pensé, moi j'étais très étonné, j'ai vu qu'il y a l'angle des courbes dans la rivière a été analysé, c'est super précis en fait. Oui, c'est super précis, c'est tout simplement du génie écologique. C'est ce que vous appelez comme ça. Tout à fait. Voilà. Merci en tout cas à vous. Le bulletin circulation, je vous le rappelle, vous avertir des routes coupées sur tout le tracé, sur les zones de travaux. C'est l'adresse qui s'inscrit sur l'écran. Voilà pour les grands travaux. Si vous avez des questions, il y a ce mail cos@alsace20.tv. Merci à vous et nous on se retrouve pile poil dans un mois pour la suite des travaux.